En quelque sorte, ce sont des contestataires, mais solitaires de la société dans laquelle ils vivent. Bon, allez, il est temps de commencer. J'ai 35 pages de biographie, j'ai 10 livres à vous lire des extraits. Alors on va commencer, et puis en même temps je veux dialoguer avec vous. Si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas, vous me les poserez en cours de route si je suis trop long, ou à la fin si par miracle on a un peu de temps. Donc on commence des années 20 aux années 50. Bon. Son père est un militaire dans l'infanterie, mais d'une très bonne famille. Il y a même un certain cousin qui était réalisateur, producteur de cinéma, mais il y avait aussi un comte, Giuseppe Pasolini, ministre, président du Sénat italien, du côté du père, mais en remontant loin. Du côté de la mère, elle vient justement du Frioul, dont on a commencé à parler et dont on va parler beaucoup. Elle est une simple, entre guillemets, institutrice, et elle vient d'une famille paysanne, pauvre, mais son père avait tout de même une distillerie. Bon, donc il n'était pas si pauvre. Il aura 6 enfants, dont une partie émigrera aux États-Unis. Voilà. Elle s'appelle Susanna Colucci. Alors Colucci, moi ça me fait penser à Colucci. Et c'est un petit clin d'œil là qu'on peut faire, parce que Coluche aussi disparaîtra tôt, dans des circonstances mal élucidées, et lui aussi était un peu un contestataire dans la société dans laquelle il vivait. Alors vous voyez que avec Pasolini, c'est vraiment multiforme. On peut le comparer à Tolstoï ou à Coluche, selon les cas. En tous les cas, pour la famille, le père est un drôle de personnage. Et c'est un peu la décadence de la famille Pasolini. D'abord, il est certes petit officier, mais il boit, il joue, il a des dettes, au point qu'il va même se retrouver en prison pendant un certain temps. Alors, la famille va devoir déménager. Il a un frère qui s'appelle Guido. Enfin, Pasolini a donc un frère qui s'appelle Guido et qui va avoir une grande importance dans sa vie. Ce frère naît en 1925. C'est son petit frère, en quelque sorte. Voilà. Donc il y a ces 2 garçons dans cette famille qui est un peu une famille bâton de chaise. Le père boit. Je pense pas qu'il batte sa femme à proprement parler, mais ils ne s'entendent pas. Il y a des engueulades, ça va très mal, et les enfants sont protégés par leur mère. Enfin, il faut imaginer un tableau assez désagréable pour cette enfance. Même si le père a des bons côtés de temps en temps, peut-être comme ça arrive à des gens qui boivent et qui changent un peu de personnalité quand ils ne boivent pas et qui sont pas mal, le père va l'encourager, son fils, à écrire. Il va se rendre compte du talent, et il va toujours encourager Pierpaolo à l'écriture et à être artiste même. Et quand Pasolini commencera à avoir de l'argent, à être un petit peu célèbre, le père va devenir le secrétaire de son fils. C'est lui qui recevra les gens et même qui fera les comptes dans certains cas. Et avec toujours une situation un peu ambiguë. C'est-à-dire à la fois très proche et puis parfois pas du tout proche, mais dans le conflit. Tandis qu'avec sa mère, il s'entendra toujours merveilleusement. Le rapport entre Pasolini et sa mère est tellement fort
qu'il ira jusqu'à dire « c'est parce que j'ai tellement aimé et respecté ma mère qu'il n'était pas question pour moi de coucher avec une femme. Jamais. » Bon. C'est un hommage qu'il rendait à sa mère, dira-t-il quelquefois. Bon. Parce qu'évidemment, là, je fais une première allusion à ce qui va être une particularité, et même à l'époque et la façon dont il le vit, un drame pour Pasolini, ce sera son homosexualité. À une époque où elle est loin d'être reconnue, respectée, encouragée. Hein. Bon, ce serait maintenant l'homosexualité d'un écrivain, d'un poète, d'un artiste ne ferait pas problème. À l'époque, ça faisait nettement problème. Pas tant d'ailleurs, et c'est ça le paradoxe, pas tant dans l'Italie fasciste de l'époque qu'après. C'est vraiment après le fascisme que les problèmes commenceront pour lui de ce point de vue. Parce que, voilà, en 1922, je parle sous le contrôle de personnes qui en savent plus que moi en histoire, mais je crois que c'est déjà Mussolini ou le tout début. Voilà. Et donc, il va grandir toute sa jeunesse dans l'Italie fasciste. Et assez curieusement, il ne s'en plaindra pas du tout, ni pendant, ni après. C'est aussi un premier paradoxe, parce qu'il est de bon ton, évidemment, après la guerre, de vouer aux gémonies la période fasciste. Et il dira même de ces années d'études à Bologne, au lycée Galvani de Bologne, « Belle et douce Bologne, j'y ai passé 7 ans, peut-être les plus beaux de ma vie. » Voilà. Il passe les plus belles années de sa vie dans le Frioul, puis à Bologne, où, en quelque sorte, on peut dire que le fascisme ne le dérange pas. Bon. Il ne s'y intéresse pas, d'ailleurs. Il ne s'intéresse qu'à la poésie, qu'à l'écriture. Alors, attendez, j'ai numéroté mes pages, heureusement. La famille déménage donc vers le Frioul, qui est le pays de sa mère, et il s'installe à alors on dit Casarsa ou Casarsa? Casarsa della Delizia, village d'origine de sa mère. Alors pendant ce temps-là, le père, oui, est en prison pour dette impayée durant cette période. La mère reprend son métier d'institutrice. Donc Pier Paolo va au lycée, il revient passer ses étés à Casarsa. À un moment même, ils feront un séjour à Idrija, qui était à l'époque en Italie et qui maintenant est en Slovénie. La frontière a bougé. Mais toute cette région du Frioul jouxte la Slovénie. Et on verra que ça a une importance particulière dans la suite des événements. Donc les années 30 passent et Pier Paolo est un très brillant élève qui déjà, il a son baccalauréat à 17 ans, il écrit, il a aussi une certaine ferveur religieuse qu'il va à demi abandonner, bon, on le verra. C'est un sportif aussi, il a une passion pour le football. Il joue dans l'équipe de l'université, et il joue bien. Il s'intéresse à tout, à la philologie romane, aux arts figuratifs. Oui, il est capitaine de son équipe de football, de la faculté des lettres de Bologne. Il fait partie d'un groupe d'amis, garçons, qui se décrit comme viril et guerrier. Et il s'exprime non seulement à l'université, mais aussi dans des camps de jeunesse créés par le fascisme, les campings de la militia, une vie en plein air. Bon, en France aussi, on avait des camps de jeunesse et de la vie en plein air sportive et saine. C'était la mode un peu de l'époque. Il participe même à des joutes culturelles qui sont organisées. Voilà. Mais
Mais il s'intéresse à tout, absolument à tout. Par exemple, il lit beaucoup Freud. Et il expliquera plus tard, je voulais tellement tuer mon père et coucher avec ma mère que Freud me paraissait tout naturel. et il fera plus tard un Édipe où il reprendra cette idée. L'un de ses films qui s'appelle Édipe roi d'après Sophocle, et il dit mais ça c'est parce que c'est ma propre histoire. Bon. Donc il ne nous cachait rien, il nous disait les choses franchement. Non mais il n'a pas tué son père, il n'a pas couché avec sa mère. Il la respectait trop. Mais il dormait avec elle quand même depuis l'âge de 4 ans. Dans un certain temps, on ne dit pas jusqu'à combien de temps, mais depuis l'âge de 4 ans. Donc, au fond, voilà, il vit une période fasciste heureuse et campagnarde. Universitaire d'un côté, campagnard de l'autre. Mais attention, à cette époque, il est chaste. Jusqu'à ses 18-19 ans, on a peu de détails sur comment il a commencé à passer à l'acte. On sait que c'est dans le Frioul avec un jeune paysan, mais la période précise ne nous a pas été dite, et on peut dire, et ça ne nous regarde pas. Mais bon, ça arrive quand même. Mais ce qui est important, mais tout nous regarde chez Pasolini, absolument tout. Il a ce côté exhibitionniste aussi qu'avait Rousseau, à certains égards. Narcissique et exhibitionniste, n'oubliez pas. Les dialogues. Rousseau, juge de Jean-Jacques, écrit les Confessions. Voilà. Eh bien, Pasolini aussi écrira des dialogues avec lui-même, des confessions, des carnets, prendra à témoin de sa vie le public. Donc ça nous regarde. Et ça nous regardera, hélas, de plus en plus dans la suite qui va venir. En fait, les choses se gâtent à partir de 41-42, c'est-à-dire vers ses 20 ans, qui est peut-être justement l'époque où il va passer d'une certaine innocence physique. Vous voyez qu'il était très sportif et intellectuel, très brillant, et d'écriture. Donc peut-être que quelque chose va se concrétiser dans sa sexualité, mais en même temps, quelque chose se concrétise dans son refus de la société qui l'entoure. Il va s'apercevoir que, excusez-moi de dire les choses, mais il les dit à peu près comme ça, que quand même, le fascisme est peuplé d'imbéciles. C'est ça qui le frappe. C'est pas tant l'oppression, le manque de liberté, mais la nullité intellectuelle, la restriction intellectuelle et le manque d'ouverture aux cultures étrangères, par exemple, le rejet de certains auteurs, ça il comprend pas. Donc c'est intellectuellement qu'il va se détacher, mais il n'a jamais été militant fasciste, jamais. Il va se détacher. Et il faut dire que cette période 41-42, c'est pas non plus le fascisme le plus brillant. Hein, c'est la fin, cette fois. Et cette fin, elle se durcit, elle devient plus difficile à vivre, évidemment. Et ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est qu'il commence à publier, en 42, à compte d'auteur, et on verra que ces 2-3 premiers livres ont été publiés à compte d'auteur. Je fais une petite remarque en passant. Si elle a été publiée ultérieurement dans la poésie Gallimard, et si on trouve toutes les poésies de Pasolini chez les plus grands éditeurs, en France, en Italie, dans le monde entier, je pense que c'est dû à sa notoriété ultérieure. Parce que, tel quel, un poète qui veut trouver des éditeurs, il n'en trouve pas, je vous le dis, je vous le garantis. Même si il écrit de très belles choses, et il écrivait de très belles choses. Alors, je vais vous lire quelques poèmes de sa jeunesse, de sa première époque. Alors, j'ai fait le choix, de même que j'ai fait le choix de vous faire tout à l'oral, j'ai fait le choix de vous lire tout en français. Hein. C'est une question de gain de temps, de compréhension, et surtout ces premiers poèmes,
qu'il écrivait en frioulan, qu'il traduisait lui-même en italien, et qui donc était retraduit en français. Alors c'est pour ça qu'on perd sûrement un peu à chaque étape de traduction, et vous n'entendrez pas la musicalité, l'harmonie, la beauté du son, la fluidité, mais il nous reste quand même de quoi nous parlaient ces textes. Et on est frappé par le premier texte des premiers poèmes de Casarsa, L'enfant mort. Ça commence bien. Soir illuminé, l'eau monte, dans le fossé une femme enceinte chemine par le champ. Je me souviens de toi, Narcisse, tu avais la couleur du soir quand les cloches sonnent le glas. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi ça s'appelle l'enfant mort. Est-ce que c'est la femme enceinte qui ne gardera pas l'enfant? Est-ce que c'est un autre enfant qui est mort? Mais c'est le soir, on entend le glas et il s'agit d'un enfant mort. Vous voyez que cette entrée dans la poésie est quand même un peu rude. L'enfant sera souvent un thème. Regarde enfant sur nos corps, la rosée fraîche du temps perdu. C'est presque un haïku, hein, donc on peut le lire 2 fois comme les haïkus. Regarde enfant sur nos corps, la rosée fraîche du temps perdu. Et un autre poème qui s'appelle Ô mes enfances. Ô mes enfances, je nais dans l'odeur que la pluie exhale des prairies d'herbes vives. Je nais dans le miroir du canal. Dans ce miroir, Casarsa, comme les prairies de rosée, de tout temps frissonnent. C'est là que, de piété, je vis, lointain enfant du péché. Dans un rire inconsolé, ô mes enfances, le soir colore l'ombre serein sur les vieux murs, au ciel, la lumière éblouie. Et puis, ce curieux texte, je suis un beau garçon, je pleure tout le jour, je t'en prie mon Jésus, ne me fais pas mourir. Jésus, 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 je suis un beau garçon, je ris tous les jours. Ah, je t'en prie mon Jésus, ah, fais-moi mourir. Jésus, Jésus, Jésus. Bon, on comprend d'une certaine manière, on ne comprend pas, ça n'est pas bien grave à ce stade, on n'est pas obligé de tout expliquer. C'est surtout le « ah », je peux vous le lire en italien ça, « ah, fammi muri ». Bon, c'est comme en français, hein, on ne comprend pas plus. Est-ce qu'il y a une petite connotation sexuelle là-dedans? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors le frioulan, c'est le frioulan que j'ai lu. Oui. Fammi morire, en italien. Ah, fammi morire. Parce que là-dedans, c'est en frioulan aussi. Oui. On trouve le frioulan, l'italien et le français dans ces petites collections Gallimard à des prix raisonnables. Oh, ben c'est très bien, vous nous en reparlerez. C'est aujourd'hui dimanche. Demain, on meurt. Décidément, hein. Je m'habille aujourd'hui de soie et d'amour. C'est aujourd'hui dimanche. D'un pied frais et agile, les enfants en sandales sautent dans les prairies. Chantant à mon miroir, je me peigne en chantant. Se peigne. Hein. Toujours coquet. Et déjà des visions assez étranges qui peut-être sont une allusion à Caravage. On reparlera de Caravage, qui l'a beaucoup influencé. Tu es David, comme un taureau un jour d'avril, qui dans les mains d'un enfant rieur va doucement à la mort. Presque dans tous les poèmes, l'enfance, la mort. Presque omniprésent. Et là, on est en 42, 43, parce que je vais vous dire quelque chose qui va arriver très vite, mais c'est pas encore arrivé. Villota. Ô chant lointain, Tamaris,
je chante, je marche reposé, moi, votre antique petit gars, au milieu des rivages, sans vie. Et enfin, ce poème qui commence à être un peu révélateur, qui s'appelle Paroles pastorales de Narcisse. Hier, en habit de fête, mais c'était vendredi. Est-ce que c'est le vendredi saint? J'errais parmi les tendres prairies et les champs brûlés. Je tenais les mains dans mes poches, 14 ans. Corps fiévreux de beauté, je me touchais la cuisse sous les plis limpides de l'étoffe. Une voix chantait dans l'ombre des peupliers. Et puis, oui, non, après j'y reviendrai parce qu'il a repris ses poésies de jeunesse, il les a repris en 74, longtemps, presque 20 ans après, et il les a appelées Nouvelles poésies de jeunesse, et il les a retransformées. On peut d'ailleurs peut-être anticiper sur ces transformations. Voilà la pastorale de Narcisse dans la nouvelle version de 20 ans après. Je crois en Dieu, le Père, le Fils et Saint-Esprit. Je crois dans les tendres lèvres et dans les mains dures. Je crois dans l'Église et dans les gosses de 14 ans qui se masturbent en riant sur les rives du Tagliamento, là où ces voyages n'ont jamais conduit Saint Paul. Je ne crois pas en Dieu le Père, ni dans le Fils, ni dans le Saint-Esprit. Oui, je crois, je ne crois pas. Je fais une chose, je fais une autre. Et là, alors que dans le premier, on se touche la cuisse, là on se masturbe carrément. Les mots ont été libérés et les souvenirs se sont peut-être un peu précisés. Donc, du coup, premier recueil, première thématique, première parution. À l'époque, il se tourne vers la peinture. La peinture, et en particulier celle du Caravage qui le fascine. Il veut écrire une thèse sur la peinture italienne. Il la commence d'ailleurs, l'histoire de la peinture italienne. Alors un petit mot sur Caravage. Caravage, il n'en parle pas vraiment lui-même. Mais si on va sur le site Caravage de Wikipédia, voilà ce qu'on trouve comme précision, comme remarque. Alors il y a toute une histoire du Caravage et de son comportement. Et voilà la conclusion de l'article. Dans cette même logique de subversion mystique, un artiste beaucoup plus récent, le poète et cinéaste italien Pier Paolo Pasolini, montrera par ses œuvres, sa vie, ses idées, des ressemblances étonnantes avec le Caravage, jusque dans leur destin commun, puisqu'après une vie sulfureuse et mouvementée, tous deux connaîtront une mort mystérieuse et inexpliquée sur une plage des côtes italiennes. Vous voyez, un parallèle quand même étonnant, et on verra que parmi les ressemblances, il y avait l'homosexualité, il y avait la marginalité, et il y avait un certain goût pour les mauvaises fréquentations. Et une mort dans la confusion, et assez peu expliquée, presque dans la proximité géographique aussi. Donc c'est drôle comme des vies à travers les siècles se rejoignent alors qu'ils s'intéressaient au Caravage dès sa plus première jeunesse, au point de d'écrire et de décrire des œuvres et de vouloir écrire sur Caravage. Bon. Apparemment, et c'est assez curieux quand même, en 1943, il va visiter l'Allemagne nazie au cours d'un voyage organisé pour favoriser les rencontres de jeunesse universitaire des deux pays alliés. En 1943, ça commençait pourtant d'aller mal, hein. Mais il y avait des liens qui se faisaient. Et il n'était pas encore si distant du fascisme puisqu'il participait à ce voyage-là. Ça n'a pas dû lui plaire énormément, mais tout de même, il va publier un article dans une revue culturelle qui s'appellera Culture italienne et culture européenne à Weimar. Et
il échappera de justesse à la censure parce que son article ne plaît pas beaucoup. Au lieu de faire l'éloge des nazis qu'il a pu rencontrer, il fait l'éloge de la culture européenne qu'il a pu rencontrer à Weimar. Il ignore peut-être, surtout dans un voyage organisé comme celui-là, qu'à côté de Weimar, il y a Buchenwald à l'époque. Mais ce qu'il retient de Weimar, c'est éloge. Pourquoi l'Italie ne s'ouvre-t-elle pas à la culture européenne ? Il y a une certaine naïveté, une certaine innocence à travers toutes les situations chez Pasolini aussi qui est assez désarmante. Et on pourrait croire que c'est un petit peu joué, que c'est un petit peu hypocrite, mais je vous assure que non. Quand on le connaît, comme je commence à le connaître, c'était un gentil garçon. Très, très, très ouvert, très, très doux, très sincère. Son côté à la Rousseau. Vous savez, la devise de Rousseau, vitam impendere vero. Sacrifier sa vie à la vérité. Et Rousseau n'était pas un hypocrite. Rousseau nous dit qu'il a abandonné ses enfants. Et puis ça ne l'empêche pas de faire un traité d'éducation. Et on verra que Pasolini, qui aimait tant coucher avec les jeunes gens, et parfois dans des situations scabreuses, dit-on, il a écrit, il était instituteur, professeur, extrêmement dévoué, reconnu et apprécié, et il a écrit, vers la fin de sa vie, ses lettres luthériennes, là j'anticipe, c'est un traité pédagogique. Traité pédagogique, et il se choisit, comme Rousseau avait choisi Émile, il se choisit un jeune napolitain, très séduisant d'ailleurs, tel qu'il le décrit, pour lui donner des leçons de vie et de comment se comporter face à la société, face au monde, face à l'existence. Et c'est très moral dans son genre à lui. On y reviendra, si on a le temps. La guerre, deuxième étape. Deuxième étape, la guerre. Et oui, parce que la guerre va atteindre cette région. Mussolini, vous le savez, va être renversé et va y avoir, puis ensuite libéré, enfin c'est toute une histoire, et il va y avoir cette fameuse République de Salo, hein, le nom est magnifique, hein, surtout pour les Français, il va y avoir la République de Salo qui s'installe. Salo, évidemment, ça nous annonce déjà la dernière œuvre de Pasolini qu'il fera cinématographique, qu'il fera quelques mois avant sa mort. On y reviendra, on n'y est pas. Ce qui est important à cette époque, c'est que, eh bien, il est mobilisé. Il a juste l'âge d'être mobilisé, et il est mobilisé juste la veille de l'armistice de 43. Il refuse de rendre ses armes aux Allemands, et enfin, il refuse pas en phase 2. Hein. Il préfère ne pas rester dans cette armée qui va rendre les armes aux Allemands, et il part se réfugier à Casarsa, déguisé en paysan. Il déserte, quoi. Il déserte, et il va se tourner vers ce qu'il passionne, la poésie, la culture frioulane, parce que qu'il définira toujours comme la langue de sa mère, la langue natale de sa mère. Mais elle parlait l'italien comme tout le monde, sa mère, elle était institutrice. Mais sa langue natale était le frioulan. Et la langue des paysans, des jeunes paysans qu'il fréquente, avec lesquels il vit, c'est le frioulan. Et il se passionne pour le frioulan, il regroupe avec quelques amis de lycée une sorte de revue frioulane, etc. Et il fait un magazine sous le titre Frioulan, Strorigut di Cadalaga, qu'on peut traduire par lunaire de ce côté de l'eau. C'est pas beaucoup plus clair en français qu'en frioulan, donc je ne vous le donne pas en italien non plus. En tout cas, notre Pasolini, la guerre, vous voyez,
Le fascisme, la guerre, ça glisse sur lui. Et ça aurait glissé quasi totalement si son jeune frère ne s'était pas engagé dans un maquis communiste. Et malheureusement pour lui, il y a des scissions titistes dans cette région et à cette époque, des communistes partisans de la Yougoslavie qui est juste à côté, et des communistes italiens que les autres considèrent comme des nationalistes, et il est dans le mauvais groupe, et il est exécuté par ses camarades communistes. Évidemment, non seulement c'est une mort terrible pour ce Guido qui a 21 ans, 20 ans, c'est une mort terrible et pour la famille, mais en même temps c'est une mort absurde, c'est une mort paradoxale. Il s'engage pour combattre les nazis, il est tué par des communistes alors qu'il était lui-même communiste. C'est un monde qui n'a pas de sens. Mais on verra que, assez curieusement, Pasolini ne restera pas dans le domaine d'une poésie qui se détache de la société autour de lui, qui se désengage, qui dit « mais tout ça est absurde ». Non. Par la suite, il va s'engager aux côtés du Parti communiste. Alors que son jeune frère en est mort, quand même. Mais ça n'empêchera pas. On verra ça aussi pourquoi, et je commence à me demander si on aura le temps de voir grand-chose. Je suis à la page 6 sur 32. Bon, en tout cas, la mort de ce Guido est un choc terrible. C'est cette mort dont je vous parlais. Toute cette mort qui l'obsédait. Il parlait de jeunesse, de mort, et là, sur ses poèmes, il y a presque la concrétisation de ces obsessions qu'il avait, la mort de son jeune frère. C'est un choc terrible pour lui. Mais sa mère et lui réagissent. Alors il faut que je vous parle du père. Le père n'est plus là. Le père il est au Kenya. Il a sans doute fait plus ou moins une guerre d'Éthiopie ou quelque chose comme ça. Et je ne sais pas exactement la situation du Kenya par rapport à l'Italie à l'époque, mais il est prisonnier au Kenya. Voilà. Et il fera toute sa guerre jusqu'en 1946, prisonnier au Kenya. Mais il reviendra. Il reviendra, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour soutenir sa famille et profiter du succès de son fils. Ça c'est clair. Bon, donc, Pierpaolo et Susanna, sa mère, ouvrent une école gratuite pour les jeunes. Une école gratuite, mais on devait leur apporter des œufs, du fromage, des choses comme ça. Voilà, on payait en nature. Eh bien, c'est là que Pasolini va vivre son premier véritable grand amour pour l'un de ses étudiants. Alors, on dit que c'est un des étudiants les plus âgés, mais on ne donne pas son âge. Il avait peut-être plus de 14 ans, on va dire. Voilà, un petit... Il écrit de lui « Dans ses membres brillait une ingénuité, une grâce, l'ombre d'une race perdue qui se réaffirme dans l'adolescence. » Et dans le même temps, il a une jeune violoniste slovène qui est réfugiée carrément avec sa famille chez les Pasolini, parce que la mère était très très accueillante, très ouverte. Elle avait le cœur sur la main pour aider tout le monde. Et Pasolini sera comme ça aussi, extrêmement tendre, accueillant, maison ouverte, tout voilà. Et donc cette jeune violoniste slovène, elle tombe passionnément amoureuse de Pasolini. Et voilà. Alors ça va compliquer douloureusement pour lui la fin de guerre, parce qu'il l'aime, mais il peut rien lui donner d'autre que son amour platonique, et il s'éclate avec un de ses élèves, un de ses jeunes élèves. Mais enfin, il est très jeune en même temps, hein. Il a 25 ans, non, même pas, 23 ans. 23 ans. Oui, Guido devait avoir 18-19 ans quand il a été tué. Alors en 1945, oui, c'est en 1945 qu'a lieu la mort de Guido. Oui, je vous l'avais anticipé un peu. C'est en février 1945.
Et voilà. C'est peut-être d'autant plus bête aussi que la paix n'était pas loin. En tout cas, lui a créé cette Accademia je vous le lis en frioulan, Accademiuta di Lingua Furlana, sans l'accent frioulan. Et la devise, c'est friolanité absolue, tradition romane, influence des littératures contemporaines, liberté, fantaisie. Voilà la devise de la revue qu'il veut créer. Alors, je vous passe les détails sur cette revue. Je vous passe le retour du père prisonnier des Anglais au Kenya. La soutenance de sa thèse. Il est reconnu directeur enseignant de l'école, qui a été créée par lui et sa mère. Et on arrive donc dans la troisième période, l'après-guerre. L'après-guerre, tout irait presque bien. Il écrit de plus en plus. Donc il a déjà publié un ouvrage. Il va publier dans des revues. Du point de vue de sa vie sexuelle, il commence à sortir avec les jeunes hommes de Versuta. C'est pas avec un, mais avec les jeunes. Il va commencer à aller à Rome et à rencontrer un certain nombre d'écrivains, se faire connaître. Il va publier un recueil qui s'appelle I Pianti, les pleurs. On voit quand même que sa thématique est toujours un peu quand même dans les élégiaques, dirait-on en poésie, c'est-à-dire la plainte. Et puis, il adhère au Parti communiste. Et il adhère par conviction culturelle. De même qu'il trouvait les fascistes razmotes, il trouve les intellectuels communistes haut de gamme. Et ça lui plaît. Et puis, ils ont une ouverture à l'international. Donc, cette possibilité d'une culture internationale tournée vers le peuple, tournée vers les pauvres, ça lui plaît. Il reste d'ailleurs plus ou moins catholique, enfin il reste proche du christianisme aussi à cette époque. Et il n'y voit pas contradiction. D'ailleurs, il n'y verra jamais contradiction. D'ailleurs, il voit peu de contradictions aux différentes convictions qu'il sera capable d'avoir en même temps. Comme le disait Jean-Jacques Rousseau, j'aime mieux être homme à paradoxe qu'homme à préjugé. Et ça, c'est typiquement Pasolini. Homme à paradoxe plutôt qu'homme à préjugé. On peut même se déjuger soi-même, ou on peut même se juger soi-même, comme le faisait Rousseau, et comme le fera Pasolini à certaines reprises. Il ne sera pas tendre avec les autres, mais il ne sera pas tendre avec lui-même non plus. Et parfois même, il ne sera pas en accord avec lui-même. Et un des exemples, je préfère anticiper sur des choses parce qu'après je me dirais j'aurais peut-être pas le temps de vous les dire. Un des exemples de cette contradiction interne de Pasolini, ça va être dans l'une de ses créations cinématographiques qui aura le plus de succès, qu'il appellera la trilogie de la vie. Il va tourner le Décameron, les Contes de Canterbury et les Mille et une nuits. Ce qu'il veut montrer, c'est l'universalité des contes, de l'humain, de l'humanisme, de la gaieté et du sexe dans cette trilogie. Et franchement, ce sont les films les plus plaisants, les plus agréables à voir de Pasolini, qui ont eu un succès dans les années 70 énorme et dans le monde entier. Parce que ça touchait à la culture européenne et au-delà, puisque les Mille et une nuits, il va le tourner en Afrique, en Iran, en Éthiopie. C'est des très grandes œuvres, magnifiques, et grand public. Et drôles, et plaisantes, et vitales. Dans le Décameron en particulier, Pasolini est présent dans le rôle du personnage de Giotto. On le voit en peintre
peignant les fresques de Giotto à Florence, et on croirait voir Giotto. Tout ce que je vous dis, j'espère que ça va vous motiver pour Pasolini, et puis le film dans 15 jours. On reparlera de ce film, qui est le premier film qu'il a tourné à Catone, en 61. C'était son premier film de cinéma. Tout ce que je vous dis, j'espère que ça vous incitera à aller voir Pasolini en personne, d'abord peut-être dans des extraits de ses films. Il suffit de taper Decameron, Giotto, Pasolini, et vous risquez de le voir en train de peindre, c'est merveilleux à voir. Et il a un bandeau autour de la tête, il a l'air d'un corsaire, je ne le dis pas par hasard, parce qu'après il publiera des écrits corsaires dans un certain nombre de revues. Et allez voir ses interviews, allez le voir vivant. C'est incroyable tout ce qu'on trouve sur Internet. On tape Pasolini YouTube et on le voit, comme s'il était dans le salon, en train de parler de ceci, de parler de cela. Et la présence de Pasolini sur Internet aujourd'hui, je ne sais pas en Italie si elle est prégnante comme en France, mais je peux vous dire qu'en France, elle est très forte. Et que, justement, encore une fois, des jeunes comme ce Philippe Adrien, comme ce Pierre Adrien, se sont passionnés pour Pasolini. Et c'est pas étonnant, parce que c'est un homme passionnant, quand on l'écoute, quand on le regarde, quand on le voit. Et donc, la trilogie de la vie, il l'a reniée complètement. Pas longtemps après, dès que ça a commencé à avoir du succès. Mais je me suis trompé, il y a des millions de personnes qui vont voir ça et qui croient que je prône la libération sexuelle, que je suis dans ce courant d'hédonisme, de société de consommation, de jouissez sans entrave, de aller au cinéma, payer des producteurs, rapporter de l'argent à l'industrie cinématographique. Je n'aurais jamais dû faire ça. Voilà ce qu'il a dit, juste après venir de le faire. Voilà. Donc, c'était un homme capable de ça, d'avoir cette capacité d'autocritique immédiate. Et vous voyez, par exemple, les poèmes de jeunesse, il ne lui plaisait plus 20 ans après. Il a dit non, il faut pas que ça circule, que ça soit édité comme ça. Donc je refais une nouvelle édition et je remanie tous mes textes pour dire ce que je veux dire maintenant et pas ce que je disais à une autre époque. Bon, c'est comme ça. Enfin, le voilà qui, dans ces années-là, vers 47-48, publie un livre au titre étonnant, qui s'appelle « Le rossignol de l'Église catholique ». C'est quand même quelque chose. Et quelques poèmes du rossignol de l'Église catholique. 85. On va voir qu'il y a toujours quand même quelque chose de contradictoire justement là-dedans. Oui, l'interdit, par exemple. Tu m'as compris désormais, non sans cohérence, au cynique innocent. Tu goûtes aux fruits défendus. Tu es un enfant immature qui s'étonne encore de trahir sa famille dans ses ébats ingénus. Il se parle à lui-même. Hein. Non, tu ne te résignes pas à te savoir toujours relégué dans les ténèbres où il n'y a pas de frein. Pense à l'un de tes rêves, à Bologne, à Idria, le rêve où ta mère t'enfile tes pantalons. C'est pas ce qui se passe, mais... Pense à ton précoce chagrin d'enfant, absorbé dans l'azur délirant d'océans asiatiques. Mais aujourd'hui même, n'est-il pas vrai? En voyant à l'improviste un corps, un chaud visage, tu défaillais d'aveugle angoisse. C'est inutile, ne vois-tu pas le blême compromis? Sois donc l'obsédé qui écarte les remèdes. L'interdit est dans ton cœur, lui seul t'importe. Envoie donc promener 2000 ans de pudeur. Alors c'est quand même curieux, hein, ça s'appelle le rossignol de l'Église catholique. C'est pas si catholique que ça.
La source. Absolution de mes vilainies dans le ventre du présent, où je tends l'oreille à ma vie naissante. Ça, c'est intéressant comme image, comme enveloppement. Absolution de mes vilainies dans le ventre du présent, où je tends l'oreille à ma vie naissante. Mais tout est imparfait dans cette confidence folle où je m'exalte et humilie moi-même. Dans le même poème, la suite, il va dire, mais tout est imparfait dans cette confidence. Je m'exalte et je m'humilie moi-même. Donc voilà, parfois on ne comprend pas exactement tout ce qu'il veut dire, hein. Et il faut le lire plusieurs fois. Et c'est pas en le lisant, en frioulant en italien puis en français qu'on comprendra mieux. Hein. Alors il y a un poème étonnant, alors là je ne comprends même pas le titre, parce que je crois que c'est de l'allemand. Gestimkeit. Voilà. Gestimkeit. Est-ce qu'il y en a qui parlent un peu allemand qui peuvent m'éclairer? Gestimkeit. Gestim, c'est la voix, mais Gestim, je ne sais plus. Gestimkeit. Alors écoutez le texte, je ne sais pas s'il va nous éclairer. À moitié nu dans le halo corrompu de la lampe, je regarde mon corps de boue et d'ivoire. De boue et d'ivoire. Dieu, c'est un peu ce qu'il vient faire là, c'est dans ma chambre que ma vie est enclose, juvénile ironie, enfantine espérance. Il faut les relire. Hein, à moitié nu dans le halo corrompu de la lampe, je regarde mon corps de boue et d'ivoire. Dieu, c'est dans ma chambre que ma vie est enclose, juvénile ironie, enfantine espérance. Et puis, il y en a un qui s'appelle Blasphème. Ah, n'est-il pas doux peut-être de me cacher le viril devoir de remédier à mon insouciance juvénile? Bon, je ne vous en lis pas plus parce qu'il n'est pas clair, et il n'y a même pas d'idée de blasphème quand on le lit. En revanche, c'est le suivant qui s'appelle L'ange impur. L'ange impur, celui-là, il sonne bien. Me voici donc en pleine et sublime intimité avec ma présence. Ange impur que j'aime. Quelle stérile horreur surgit au contact du corps qu'enfant je chérissais parce que source d'amour. Mais je ne sais ni me prendre en horreur, ni m'abandonner. Ah, Dieu qui ne donne pas la vie, je demande de ne pas mourir. Je relis les deux dernières lignes. Ô Dieu qui ne donne pas la vie, je demande de ne pas mourir. Bon, il faut suivre. Hein. Sa poésie n'est pas une chose facile. Et je vous répète que j'ai choisi ceux où je voyais le plus de sens. Où je comprenais, que je comprenais le mieux, je veux dire. Je pense que lui se comprend presque toujours, mais presque seulement. Alors il y a aussi des poèmes plus gais dans le rossignol de l'Église catholique. Il y a Splendeur, très court. Oh, joie, joie, joie! Y avait-il encore de la joie dans cette absurde nuit préparée pour nous? Ça commence très bien, hein? Joie, joie, joie. Y avait-il encore de la joie dans cette absurde nuit préparée pour nous? Là, ça finit mal, ça plombe. Et pourtant, cette idée de joie, elle est très très présente. Je l'ai noté. Je l'ai noté quelque part. Oui, c'est dans la piste Pasolini que Pierre Adrian évoque un interview de Pasolini que j'avais vu il y a très longtemps dans ma jeunesse et qui m'avait frappé. Je me suis souvenu en lisant Pierre Adrian que j'avais vu à la télévision dans les années 70 ou les années 80, je ne sais plus, que je l'avais vu parler du rossignol. Et Pierre Adrian cite
cette interview. L'abjoy, la joie qui domine sa vie. Dans Pasolini l'enragé, c'est un film sur Pasolini où Pasolini nous parle de lui. Il raconte ainsi, depuis l'enfance, donc c'est Pasolini qui parle, je vais prendre la voix de Pasolini. Depuis l'enfance, dès mes premiers poèmes du Frioul, jusqu'à la dernière poésie que j'ai écrite, j'ai utilisé cette expression de la poésie provençale, abjoy. Le rossignol chante abjoy, de joie. Mais joie en provençal avait un sens particulier d'extase, d'euphorie, d'ivresse poétique. Et cette expression est peut-être la clé de toute ma production. Le signe qui a dominé ma production est une nostalgie de la vie, un sens de l'exclusion qui n'ôte pas l'amour de la vie, mais l'accroît. Un sens de l'exclusion, il est mis à part, mais ça ne lui ôte pas l'amour de la vie, cela l'accroît, comme le rossignol qui chante seul, mais qui chante de joie. Cette vitalité, cette joie de la vie. Et c'est pas pour rien qu'il fera ce qu'il appellera au cinéma la trilogie de la vie. Et vous verrez, dans tous ces films, il y a une espèce de joie qui s'exprime. On reviendra peut-être, ou peut-être pas, sur sa filmographie. Mais ces films sont gais. Peut-être pas le dernier. Peut-être pas Les Enfants de Salaud. Mais tous les autres, oui. Tous les autres, oui. Même à Catone, qui est une histoire tragique, mais il y a la musique de Bach qui porte tout le film, la Passion selon Saint Matthieu, Saint Jean, je crois que c'est la Passion selon Saint Jean dans Acatone, et la Passion selon Saint Matthieu dans le film qui est sur Jésus, qui s'appellera l'Évangile selon Saint Matthieu, et qui sera accompagné par Bach aussi, avec une musique exultante. Exultante. C'est une exultation à la vie, Pasolini. C'est ça qui est très beau. Très très beau. C'était pas du tout un homme sombre. C'était un homme, j'allais dire, au désespoir joyeux. Il parle même, il dit à cette époque, les poèmes que je viens de vous lire, « Je suis serein et même en proie à une avide et dionysiaque allégresse. » Voilà comment il se voyait dans son écriture poétique. Et oui, mais seulement cette joie, ce bonheur, cette sérénité douloureuse, elle va être compromise par un deuxième choc. On a eu le choc de la mort de Guido, et là on va avoir un choc terrible. C'est qu'au cours d'une fête de village, on est en 49-50, en octobre 49, pour être précis, il y a une fête de village, et un peu bêtement, un peu naïvement, il entraîne 2-3 de ses élèves dans des buissons. Et tout ce monde-là se fait des caresses. Ça va pas excessivement loin. Mais un des enfants va se confesser. Alors il se confesse, je sais pas, les anti-catholiques disent il s'est confessé et le curé a dit ce qu'on lui avait dit. Bon, peut-être qu'il s'est pas confessé qu'au curé, enfin ça c'est su. Et on a poussé l'enfant, ils avaient peut-être, je sais pas quel âge, on nous dit pas l'âge qu'ils avaient, mais c'était des grands. En tout cas, il y a une dénonciation. Il y a une plainte qui est déposée. Et c'est la période électorale. Et Pasolini est le responsable culturel, en quelque sorte, du groupe communiste. Et le groupe pas communiste, c'est un peu comme chez Don Camillo. Il y avait, à cette époque-là, en Italie, les communistes et les catholiques. Et Pasolini, bien que catholique,
bien qu'homosexuel, il est aussi communiste. Voilà, il est tout ça à la fois au sein de toutes ces contradictions. Mais les catholiques trouvent que c'est un moyen de gagner les élections, de discréditer. Et c'est parce qu'il est communiste qu'il est dénoncé. Et il y a cette pression qui est faite. Enfin, tout ça est une histoire comment on dit les petites querelles de clochers de village. C'est pas champignol, mais il y a une expression comme ça. Cloche-merle, voilà. Puis c'est vraiment, c'est pas si grave. Hein. C'était pas une agression sexuelle contre des enfants. C'était pas, voilà. C'est vraiment un truc pas grave du tout. Enfin, pas grave, ça dépend. Après, chacun a son jugement sur les choses. En tout cas, ça n'aurait pas dû être su à l'époque. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il est condamné. Mais il est aussi exclu de ce cellule communiste. Et peut-être plus parce qu'il leur fait perdre des élections qu'à cause de ce qu'il a fait. En tout cas, c'est comme ça. La honte est sur lui. La condamnation universelle est sur lui, l'exclusion universelle est sur lui, et il doit quitter le Frioul. Il part avec sa mère à Rome. Il sera condamné, en définitive, à pas grand-chose, je crois. 3 mois de prison avec sursis ou une amende, quasi rien, mais c'est l'un de ses premiers procès. L'un de ses premiers, parce qu'il a été confronté aussi aux procès qui ont suivi la mort de son frère, où on l'a appelé comme témoin. Enfin, il est très jeune, de ses 20 ans jusqu'à sa mort. Il va être sans cesse confronté à la justice. Il aura 33 procès contre lui. Un des livres recense tous les procès. Et à part celui-ci, l'incident avec ces jeunes garçons, il ne sera jamais condamné. Mais il sera toujours poursuivi, toujours accusé. Et on verra jusqu'où. Alors, je vais continuer un peu mon principe d'anticipation, puis après je passerai à tout le reste très vite. L'un des procès qu'on fait à Pasolini les plus étonnants, c'est au moment où il commence à avoir une véritable gloire cinématographique, en 67-68, il a fait Acatone, il va faire Mama Roma avec Magnani, et il va surtout faire Théorème en 68, sur lequel on reviendra, qui va lui donner une célébrité universelle. Et juste derrière, il fait un film épouvantable qui s'appelle Porcherie, qui est porcilé. Je sais même pas si on en parlera, mais enfin c'est... Bon, bref. Si, on en parlera sûrement si on a le temps, ou là, on en parlera dans 15 jours. Mais... Et puis il va faire l'Évangile selon saint Matthieu, qui a le grand film qui va lui remporter de nombreux prix, etc. Eh bien, à cette époque, en 68, on trouve un pompiste qui dit que Pasolini l'a attaqué pour dévaliser sa pompe à essence, qu'il est venu avec un gros revolver, qui lui a montré des balles en or, qu'il a chargé dans le revolver, et qui ensuite lui a pris sa caisse. Et Pasolini est poursuivi. Alors, il est poursuivi, des convocations, des gardes à vue, des procès publics, des photographies du monde entier qui viennent prendre des photos, etc. Et c'était un montage de toutes pièces. Une affabulation peut-être organisée par ailleurs, mais là, sur ce coup-là, il n'y était absolument pour rien. Un peu, et on finira par dégonfler l'affaire, mais 2-3 ans après, dégonflera l'affaire, il y aura un non-lieu et il n'y aura plus une condamnation. C'était absurde, et il y avait des incohérences dans le récit. Enfin, bref. On l'arrête aussi pour quelques années avant ou après, on l'arrête parce qu'il avait fait monter dans sa voiture des jeunes gens. Ça, il a fait monter des jeunes gens dans sa voiture toute sa vie. Mais ceux-là venaient de faire un mauvais coup quelque part. On l'accuse d'être complice
d'avoir envoyé les garçons, et là aussi, menottes, on l'emmène au poste, etc. Et on éclaircira qu'il n'a rien fait non plus. Mais il est l'ennemi des juges et de la justice. Et la justice italienne, là, dans le pif, ils ont dû faire un mur de Pasolini avec sa photo Wanted, et tous les prétextes sont bons. Il y a des plaintes pour obscénité après ces films. Il y a un lieutenant-colonel de gendarmerie qui se plaint qu'il y a une mauvaise influence sur la jeunesse des films de Pasolini, et on lui fait un procès. On dit il a voulu tourner un Socrate, mais il est mort avant. Socrate, je vous rappelle qu'on l'accusait de pervertir la jeunesse, et qu'Athènes l'a condamné à boire la ciguë. Eh bien, Pasolini, là aussi, c'est un peu un Socrate de ce point de vue-là. On l'accuse de... c'est pas tant ses relations homosexuelles. D'ailleurs, elles étaient licites, consenties ou rétribuées. Enfin, il n'y avait rien d'illégal. Et puis l'homosexualité était mal vue, était dénoncée, mais elle n'était pas illégale. Donc c'est pas parce qu'il était homosexuel qu'on doit le mettre en prison. Et surtout aujourd'hui, ça nous semblerait incroyable. Non, ce dont on l'accuse, c'est de pervertir, de donner le mauvais exemple. On lui fait des procès comme on a fait à Baudelaire, comme on a fait à Flaubert, comme on a fait à d'autres auteurs pour les mauvaisetés qu'il y avait dans ces films ou ces livres. Et, comme je le disais avec les incidents, on l'accuse aussi carrément d'être un malfrat, de fréquenter des malfrats, etc. Et comme il était un peu provocateur, et que parfois il en rajoutait, ou parfois il ne faisait pas ce qu'il aurait fallu faire pour être, comme on dit, profil bas, comme il la ramenait à chaque fois, eh bien, il y avait... par exemple, un des juges qui lui a fait un procès, dans les années 69, le juge est enlevé. Eh bien, Pasolini écrit dans des revues pour dire que c'est vraiment un signe de décadence que maintenant, enlever des juges pour de l'argent, etc. Et surtout celui-là, qui ne vaut vraiment pas grand-chose, puisqu'il avait requis contre moi. Donc, vous voyez, encore recul. Il disait pas que c'était bien, il disait que c'était absurde, idiot, quelle époque on vit. Surtout ce juge qui ne vaut rien. Donc, évidemment, ça fait pas plaisir non plus à la magistrature de se recevoir des choses comme ça. C'était un type très spectaculaire. C'est ça qui est intéressant avec Pasolini. Il faisait du spectacle, non seulement dans ses œuvres, mais dans sa vie. Et il avait une vie publique. C'était quand même les années 60, les années 70, où les paparazzi étaient peut-être encore pires qu'ils sont aujourd'hui. Enfin, ils se déchaînaient. Hein. C'était l'époque où je crois qu'il y avait un film avec Brigitte Bardot, c'est peut-être Vie privée de Louis Malle, qui montre comment une vedette, quelqu'un de connu, est poursuivi, avait la vie pourrie par la presse. Mais Pasolini était lui aussi poursuivi et avec une vie pourrie par les médias. Parce qu'un autre de ses adversaires, c'est les médias aussi. Les juges, les médias, la société... l'Église catholique, le pape, il écrit contre le pape, un de ses poèmes qui dit au pape que, en gros, qu'il ferait mieux de s'occuper des pauvres que de faire des encycliques sur ceci et cela, et de conserver les richesses de l'Église, et surtout de protéger les démocrates chrétiens qui sont, dit-il, les nouveaux fascistes plus dangereux que n'étaient les premiers. Bon, je vais accélérer. Il est à Rome, il continue d'être écrivain, mais en même temps, il va rencontrer des gens du cinéma.
il va faire des scénarios et il va avoir la chance de rencontrer Bolognini, Fellini surtout. Il avait un camarade de lycée qui je crois, était le père de Bertolucci aussi. Donc, et puis c'est Bassani qui va lui faire fréquenter les gens du cinéma. Bassani, c'est l'auteur du Jardin des Fizzi Contini, et qui avait été adapté au cinéma, j'ai plus en tête par qui, mais qui avait des relations dans les milieux du cinéma. Et Bassani, qui reconnaît le talent de Pasolini, le présente à différents cinéastes. Et il va rentrer comme ça dans les milieux de Cinecittà, et il va se passionner pour le cinéma. Il y a tout, alors évidemment, c'est surtout pour ça qu'il est connu, pour ses films. Mais il va devenir ami aussi avec Fellini. Fellini va même lui demander lui emprunter des idées pour un épisode de la Dolce Vita. On nous dit pas lequel, mais c'est peut-être un moment où il va vers des milieux un peu populaires ou qui parle un peu argot, parce que Pasolini était le spécialiste de ces milieux qu'on appelle interlopes en français, et puis de l'argot des jeunes truands de cette époque. En tout cas, Fellini va aider ensuite Pasolini à tourner son premier film. Il sera même question à un moment qu'il le produise, mais Fellini va sur le tournage de Hackathon, mais ça on vous en dira plus, je vais être très très court. Et puis finalement, quand il voit ce que fait Pasolini, il prend peur et il préfère ne pas le produire. Mais Pasolini avait quelqu'un d'autre sous le coude qui était prêt à produire, et il a pu faire son film. Et Hackathon va quand même marquer les esprits. Là, on va voir que le jeune surdoué qui était Pasolini est dans beaucoup de domaines. Il a été peintre au début de sa vie. Il a peint de très belles choses aussi. Alors, je n'ai pas encore vraiment vu, mais je serais très curieux de voir les toiles de Pasolini. Donc il était peintre, il était poète, il était romancier, il va faire du théâtre, il fait du cinéma. Il va être journaliste. Il avait tous les dons de l'écrit. Et surtout, c'était un travailleur infatigable. Infatigable. Il écrivait tous les jours. Il a fait des milliers et des milliers de pages. Ce serait plusieurs volumes Pléiades si on regroupait tout ce qu'a écrit Pasolini. Il publiait aussi les scénarios de ses films. En partie les scénarios, les histoires que parfois il enrichissait. On peut trouver Théorème en livre de poche, et il a rajouté des poésies à l'intérieur des scénarios de son film. Et il reprenait ce qu'il avait publié ou ce qu'il avait fait. Donc en France, immédiatement, en France surtout, il va être immédiatement très très apprécié. Marcel Carner, René Clair vont être enthousiastes pour son cinéma dès le premier film. Et puis il va frapper un grand coup avec l'Évangile selon saint Matthieu, qui ces films ont obtenu des prix, différents prix, Théorème surtout. Il faudrait peut-être vous raconter Théorème pour ceux qui ne le savent pas. Vous savez un peu l'histoire du Théorème ? Je vous préviens, je vais déborder. On est plutôt sur 10h25 là. Théorème, Pasolini a eu un peu de succès avec ses premiers films, Hackathon et Mamma Roma. Mamma Roma avec Anna Magnani, qui est un film magnifique. Bon, bref. Il a un public, il a de l'argent, il peut faire des films en couleur, avec plus de moyens. Il peut avoir un acteur international, Terence Stamp, à l'époque, qui est un super bel homme. Un tombeur. Et il prend Terence Stamp comme un ange qui arrive dans une famille bourgeoise italienne. Un ange séducteur. Le séducteur séduit la
femme du bourgeois, la fille du bourgeois, le bourgeois lui-même, la bonne du bourgeois et même le chien de la maison. Tout le monde y passe. Et quand on dit séduire, c'est séduire la passion. Bon. Et puis, il s'en va. Et puis, il disparaît. Première partie du film, la séduction. Deuxième partie du film, les conséquences. Tout le monde est désaxé. Le fils, il y a un fils aussi. Le fils fait des œuvres d'art moderne et il pisse dessus pour faire des performances. La mère va coucher avec tout le monde et devenir nymphomane. Le père se retire dans le désert où il vit comme un ermite. Et la bonne a des apparitions de vierge et elle est en lévitation devant un couvent. Voilà. Donc, ça a bien secoué la maisonnée, ce passage. Mais raconté comme ça, c'est drôle, et le film est drôle, mais en même temps grave. Parce que pour lui, c'est une métaphore, comme souvent dans d'autres films. Et il va aller encore beaucoup plus loin dans le film suivant qui s'appelle Porcherie en français. Là, c'est affreux. Mais enfin, c'est des métaphores. Revenons sur l'idée que ces films sont des métaphores. Là, c'est la métaphore de la société d'insatisfaction dans laquelle, non seulement les bourgeois d'ailleurs, mais tous, la société italienne de son époque, une société qui est en manque de spiritualité, en manque d'amour, et qui, touchée par un ange qui va leur apporter une révélation, va leur montrer à quel point leur vie ne valait rien, n'existait pas, n'était que du vide. Et que chacun va être ensuite déboussolé et cherchant sa voie. Mais c'est pas tant l'éparpillement de leurs activités absurdes qui compte que le déboussolement dans lequel ils ont été mis par la découverte de ce qui leur manquait, en quelque sorte. Il y a une profondeur sérieuse de pensée dans ce film. Et d'ailleurs, les gens ne s'y sont pas trompés. Et c'est sorti en 1968, au moment lié à tout l'écroulement, à toute cette société italienne, française, européenne se fissurait. Et Pasolini avait pressenti ça, parce qu'il avait tourné son film en 67 et il l'a sorti en 68. C'est pas 68 qui l'a influencé. C'est lui qui avait saisi cette fissure dans la société qui était en train de s'installer. Alors le film suivant, Porcherie, c'est quand même un désastre. Porcherie, ça se passe au XVIIe siècle, au flanc du Vésuve, et il y a Pierre Clémenti, qui était un très très bel homme ici. Pierre Clémenti va devenir un cannibale en dévorant des soldats qu'il poursuit. Bon. Et dans le même temps, on a la deuxième partie du film, ça se passe dans la bourgeoisie italienne en liaison avec la bourgeoisie allemande industrielle peuplée d'anciens nazis qui ont un fils qui a une déviation sexuelle, il aime les porcs. Et on couvre ça, on le cache, mais le fils n'en peut plus, il veut faire l'amour avec ses porcs, et finalement il sera dévoré par les porcs. Donc d'un côté du cannibalisme, de l'autre un gars dévoré par les porcs. Là la métaphore devient quand même difficilement lisible, les gens n'y vont pas, les gens sortent en cours de film. C'est le premier film insupportable de Pasolini. Mais il voulait être insupportable. Il voulait pousser aux limites de ce que le spectateur pouvait supporter. Là, il commence à y arriver. C'est un peu de la provoque, ça sert à rien, quoi. Lui explique, mais ça prendrait des heures. Il explique pendant des heures ce qu'il a voulu faire dans ce film-là. Bon, heureusement, et juste après, l'Évangile selon saint Matthieu, qui a le prix de l'Office catholique, et qui le fâche avec ses amis communistes. Définitivement. Lui, non, mais eux, peut-être.
À la même époque, l'après 68 est terrible pour lui, parce qu'il va s'inscrire absolument contre le mouvement étudiant. On aurait pu croire que la contestation... Non, 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 non. Voilà ce qu'il dit des jeunes contestataires. J'ai passé ma vie à haïr les vieux bourgeois moralistes. Et voilà que maintenant je dois aussi haïr précocement leurs enfants. La bourgeoisie érige des barricades contre elle-même. Les fils à papa se révoltent contre les papas. L'objectif des étudiants n'est plus la révolution, mais la guerre civile. Ils restent des bourgeois, tout comme leurs parents. Ils ont un sens légaliste de la vie et sont profondément conformistes. Pour nous, nés avec l'idée de la révolution, il serait digne de rester fidèle à cet idéal. Autrement dit, pour lui, c'est des gauchistes. Il ne faut pas oublier que les communistes et les gauchistes se tapaient dessus à l'époque. Et lui, il est nettement du côté des communistes. Mais pas seulement, il va plus loin. Il dit, mais les jeunes bourgeois là, qui défendent leurs avantages, qui veulent une école à leur service et tout ça, ils sont beaucoup moins sympathiques, pour moi, que les jeunes CRS, que les policiers, et il fait un éloge de la beauté des policiers, qui dit ils ont encore le caractère viril et paysan, enfin bref, il est séduit sans doute peut-être un peu par l'uniforme, mais surtout par la jeunesse des policiers, puis ils ont les cheveux courts, bref, il n'aime pas les étudiants, il aime mieux les policiers, mais au nom de la révolution. Comprenne qui pourra. En tout cas, on ne le comprend pas, il est mal vu de tout le monde, il y a des gauchistes qui lui jettent des jeux pourris quand il... Voilà. Donc, et le voilà, peu de temps après, dans les années 70, qui donc va faire la trilogie de la vie, ces 3 films merveilleux, qui sont des chefs-d'œuvre, qui reprennent des grands classiques de la littérature, et qui les reprennent en les illustrant très honnêtement, scrupuleusement, avec des décorateurs, avec un soin, avec les moyens filmiques dont il dispose, parce qu'il commence à être riche, il commence à avoir beaucoup d'argent, Pasolini. Et il fait des grands films, cette trilogie de la vie. Et il a un succès énorme. Dans le même temps, il a toujours des procès. Une chose remarquable, c'est l'épigraphe du 3e film, Les Mille et Une Nuits. Il y a un petit épigraphe au cinéma, et je me souviens quand j'ai vu ça au cinéma aussi, je me suis dit, c'est formidable, cette idée m'est restée tout le temps, c'est resté imprimé là. Écoutez bien, parce que c'est très important. La vérité n'est pas dans un seul conte, mais dans 1001 contes. C'est l'entête des 1001 nuits qu'il a mis écrite. La vérité n'est pas dans un seul conte, mais dans 1001 contes. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Parce que la vérité, c'est pas un point de vue, c'est pas une histoire, mais le croisement de tout. Les réseaux qu'on peut faire pour essayer de comprendre quelque chose. Si on veut comprendre l'histoire, même la grande histoire, même l'Ukraine peut-être, c'est pas une histoire qu'il faut écouter, c'est pas un témoignage, c'est croiser tout ce qu'on peut savoir, recouper. C'est comme ça qu'on touche à une vérité objective. Si on reste à l'histoire qu'on se raconte soi, à l'histoire que quelqu'un nous raconte, on ne touchera pas à la vérité. La vérité est dans 1001 contes. C'est peut-être pas la vérité qu'on entendra les 1001 fois, mais c'est le croisement de tout ça qui nous donnera quelque chose de vrai. Eh bien, rien que pour avoir dit ça, pour avoir perçu cela, pour avoir pensé cela, Pasolini est quelqu'un d'important. Parce qu'il nous ouvre les yeux et il nous donne des leçons de sagesse et de vérité. C'est ce qu'il fera encore plus vers la fin de sa vie. Plus ça va aller, plus il est dans une sorte de frénésie d'écriture, de conseils. Il écrit dans les journaux bourgeois, d'ailleurs,
le Corriere della Sera. Et il écrit des chroniques qui sont extrêmement antisociales, si l'on peut dire, mais anti-pouvoir en place. C'est assez curieux d'ailleurs qu'on le laisse écrire ce qu'il écrit, parce que vers la fin, dans les derniers temps, en 74, 75, je vous rappelle que là on est dans le compte à rebours, en octobre 75, ce sera fin octobre, puisque c'est pour entre le 1 et le 2 novembre, ce sera fini. Eh bien, il écrit quelques mois avant un véritable réquisitoire contre les dirigeants italiens, les dirigeants des 30 dernières années, mais un réquisitoire extraordinaire de